Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue comme tous les soirs dans votre quotidienne spécialement consacrée à la Route du Rhum. Et comme tous les soirs, je vais être accompagné de Victor Pérez-Boucheron. Bonsoir Victor. Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Et de Nicolas Coute, notre envoyé spécial en Guadeloupe. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et pour commencer tout de suite, je vous propose le sommaire de cette émission. Un point sur la course en ultime, François Gabard sur Lazartigue et Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild se disputent la première place depuis ce matin. Les deux hommes naviguent dans un mouchoir de poche. Armel Lecléache a réparé son bateau à Lorient, il a repris la mer à la mi-journée. Chez les Ocean 50, Quentin Vlaminck sur Arkema a perdu sa place de leader. Joseph Bizarre, directeur général d'OC Sport Penduic, sera l'invité de Nicolas Coute en direct de Guadeloupe. Et nous aurons également, comme chaque soir, le journal du Rhum, la rubrique On Board ainsi que la rubrique Réseaux sociaux. Et on commence tout de suite cette émission avec notre invité du jour. Nicolas, vous êtes donc en direct de la Guadeloupe, je le rappelle à tous, et vous êtes avec Joseph Bizarre, qui est directeur général d'OC Sport Penduic. C'est à vous. Effectivement Jean-François, merci de nous rejoindre ici à Pointe-à-Pitre. Nous sommes au Creole Beach, hôtel qui nous a accueillis ce matin et qui a mis tous les moyens techniques à disposition pour que ce direct puisse être réalisé et on les en remercie bien évidemment. Joseph Bizarre, bonjour, vous êtes le directeur général de cette société qui organise la Route du Rhum, la 12e édition. Une 12e édition, est-ce qu'on peut dire que c'est sous le signe de la pluie? Parce que depuis qu'on est arrivé ici à Pointe-à-Pitre, on n'a pas été gâtés. Ceux qui pensent qu'on est venu, entre guillemets, pour se dorer la pilule peuvent se tromper. Et puis on rappelle quand même ce départ apocalyptique qui a nécessité un report. Absolument, alors c'est vrai qu'on joue sur un sport qui est un sport de plein air, un sport qui est tributaire des éléments et que il faut s'adapter. Et ça, c'est comme un marin en mer, on s'adapte aussi aux conditions de vent au départ comme ici. On savait qu'au départ, les conditions allaient être très musclées, pas forcément sur la journée du départ, mais un peu plus tard. C'était assez exceptionnel et ça, c'était notre responsabilité de ne pas donner le départ dans ces conditions-là parce qu'il faut s'en souvenir, l'intégrité sportive et l'intégrité et la sécurité des marins, c'est la priorité absolue. Et puis, il y avait une fenêtre météo qui était ouverte sur le mercredi et ça nous a donné des images absolument extraordinaires, sensationnelles, d'un départ qui s'est bien déroulé et jusque-là, une course qui se déroule exactement comme on pouvait l'attendre depuis 4 ans, une course vraiment haletante au premier plan sur toutes les classes et les 6 catégories qui sont aujourd'hui engagées dans la Route du Rhum destination Guadeloupe. Avec peut-être un record, on aura l'occasion d'en reparler, mais évoquons ensemble, si vous le voulez bien, votre société, OC Sport Penduic, qui est une filiale du Télégramme de Brest. Vous êtes des spécialistes de la voile, on peut le dire ? Oui, c'est vrai que le groupe Télégramme, il y a une vingtaine d'années, a voulu diversifier ses activités en parallèle des activités de presse. Et elle l'a fait notamment dans l'événementiel. Et puis bien sûr, il y avait, un tropisme breton lié à la voile. Et très vite, ils se sont tournés vers l'événementiel de la voile avec une société qui s'appelait Penduic à l'époque, qui était la société d'Éric Tabarly et de Gérard Petitpas, qu'ils ont racheté. Et puis, grandissant, le groupe a aussi intégré une autre société en 2014 qui s'appelait OC Sport. Et cette fusion a donné OC Sport Penduic, qui aujourd'hui est le leader de l'organisation de courses au large dans le monde, avec 5 grandes courses, la Route du Rhum destination Guadeloupe bien sûr, mais aussi la Transat CIC, anciennement Transat anglaise, la Transat Paprec, anciennement Transat AG2R, la Solitaire du Figaro et puis tout dernièrement l'Arkea Ultime Challenge qui sera le premier grand tour du monde organisé sur ces ultimes qui aujourd'hui animent tant la Route du Rhum destination Guadeloupe, grand trimaran de 32 mètres par 23 qui vont pour la première fois partir de Brest à destination de Brest en faisant le tour de la Terre et ça ce sera l'année prochaine en décembre 2023. Alors effectivement, vous avez de fort belles compétitions que vous organisez. On est un peu envahi par la pluie, mais aussi par les moustiques. Je le précise à toute fin utile à ceux qui nous regardent ce soir ou ce midi si vous êtes dans les Antilles. La Solitaire du Figaro est passée dans notre région à Royan cette année, bientôt à La Rochelle. Alors c'est un souhait qu'on avait. Alors première à Royan cet été. On avait des images de foule sur le littoral de Royan pour accueillir cette course et pour lui donner son départ, puisque c'était une escale et que la course n'était pas encore terminée. Et c'était des images qui étaient absolument géniales. Beaucoup de monde dans le village. Un très très beau départ donné depuis Royan avec un littoral absolument magnifique. On sera amené à y revenir, ça très certainement dans les années à venir. Et puis oui, la région est magnifique. Et la région est une terre maritime avec une ambition forte sur ce sujet. Et mon petit doigt me dit en effet qu'on sera amené à y revenir dans les années prochaines. Et puis La Rochelle, c'est une ville dans laquelle on avait déjà fait escale en 2016. On avait d'ailleurs donné l'arrivée définitive de l'édition 2016 à l'époque. Et donc on a aujourd'hui réouvert des discussions pour pouvoir y revenir d'ici à 2026. Ce qui veut dire que concrètement,
La solitaire du Figaro va revenir à La Rochelle, mais c'est pas encore signé, on peut le dire comme ça? Non, c'est pas encore fait, mais par contre on a des discussions qui sont des discussions très On avancées. sait que Jean-François Fontaine, le maire, est quand même un ancien skipper. Oui, je crois qu'il est passionné par la voile, mais vous savez, c'est des projets qui sont des gros projets, qui prennent du temps. Il faut que ça corresponde au calendrier de la ville, il faut que ça corresponde aux ambitions de la ville à un instant T, et donc ça prend du temps, mais on a travaillé depuis 2 ans avec une consultation pour les différentes villes qui souhaitaient accueillir la solitaire du Figaro. Et on a parmi ces villes-là évidemment ciblé La Rochelle, avec qui on a encore des discussions. Et si ça peut aboutir un jour, ce sera annoncé en bonne et due forme par le maire et par l'agglomération. Ouais. Ça fait quelque temps que vous êtes à la tête en tant que directeur général de cette société. On a l'impression, et au travers des différentes épreuves sportives mondiales que j'ai pu suivre, que la voile est de plus en plus professionnelle. Ça y est, tout est mis en place au cordeau, tout est millimétré. On est dans l'ère du professionnalisme à 100%. C'est un sport qui se porte bien depuis 44 ans, qui était un sport dont on disait qu'il était mineur avec des épreuves majeures. Les épreuves tiraient très fort sur cette discipline. Et puis les épreuves ont grandi, se sont multipliées. Il y a aujourd'hui quelques très grandes épreuves qui permettent de structurer un calendrier et donc de justifier des investissements plus forts de la part des armateurs, d'avoir donc plus de bateaux au départ des grandes courses, et puis plus de bateaux avec des armateurs plus exigeants. Ça donne nécessairement des organisateurs qui eux aussi doivent élever leur niveau de jeu, et donc nécessairement effectivement plus de professionnalisme. Et puis il y a cette attente du public avec plus d'images, plus de contenu, plus d'engagement, des villages plus grands, mieux organisés, et ça c'est notre travail d'organisateur, d'accompagner ce mouvement-là en gérant les contraintes. Revenons sur cette 12e édition de la Route du Rhum. Joseph, tout le monde a été unanime lorsqu'il s'est agi pour vous que de reporter le départ. Ça a été un plébiscite même presque pour vous, parce qu'il y aurait pu y avoir au moins quelques contestations et pas du tout. Non, alors la situation était vraiment exceptionnelle et elle amenait finalement assez peu de doutes ni d'ambiguïté. Ce qu'on a dit samedi dernier quand la décision a été prise, c'est que la décision, elle, était très facile, parce que sans ambiguïté, la situation était si dure qu'aucun organisateur de course n'aurait pu donner un départ dans ces conditions-là. Et donc les marins, eux aussi, plébiscitaient cette décision-là, qui était lourde. Par contre, elle était très complexe à mettre en œuvre, parce que la Route du Rhum Destination Guadeloupe, c'est une grosse machine, qu'il y a beaucoup de teams engagés, que chez nous, il y a beaucoup d'équipes d'organisation, et que ça prend du temps de décaler un départ, et surtout ça génère beaucoup de contraintes pour toutes les parties prenantes, y compris les villes qui nous accueillent. Et donc il a fallu réorganiser subitement 2 jours de village supplémentaires. Et ça, c'était pas une mince affaire. La Route du Rhum, c'est un budget de combien? C'est combien de personnes qui y travaillent? Alors sur l'épreuve aujourd'hui, on a une centaine de personnes qui travaillent à temps plein sur l'épreuve, et puis après il y a les bénévoles, les collectivités. C'est un collectif qui va de plusieurs centaines de personnes capables d'accueillir cette épreuve au départ comme à l'arrivée, et c'est un budget qui avoisine les 10 millions d'euros. Aujourd'hui, sur place, les collectivités nous disent qu'ils attendent entre 50 et 80 000 personnes. Alors c'est quand même très très vaste. On est plutôt vers 50 000 quand même, vu le territoire. Ici à l'arrivée, alors bon, c'est très relatif, on n'a jamais mesuré précisément. Mais ici, en Guadeloupe, c'est tout le territoire qui vibre pour la Route du Rhum Destination Guadeloupe. Donc c'est l'intégralité des Guadeloupéens qui attendent cette épreuve. Il y a 3 villages. Et je pense qu'ils attendent une affluence record par rapport à ce qu'on a pu connaître, à l'image de ce qui s'est passé à Saint-Malo, avec beaucoup de monde du début à la fin. Ils ont habituellement le sens de la fête, mais c'est vrai que quand la Route du Rhum vient tous les 4 ans, c'est plus. Ah absolument, c'est les Jeux Olympiques de la Guadeloupe, c'est l'épreuve phare qui est attendue, elle est vraiment intriquement liée à leur histoire et à leur patrimoine. C'est l'intégralité des Guadeloupéens qui plébiscitent cet événement parce qu'il est populaire, sportif, historique, qui valorise le territoire, et la Guadeloupe, c'est la meilleure vitrine de la Guadeloupe dans le monde. Autre satisfaction pour vous, Joseph, c'est qu'il y a de plus en plus d'inscrits, 138 cette année, bon il n'en reste plus que 131 ou 130, mais ça vous satisfait ça aussi? Encore une fois, le sport se porte bien. Et notre travail d'organisateur sur une épreuve comme celle-ci, c'est d'accompagner le mouvement de développement de ce sport. Et on ne va pas s'en plaindre, c'est un sport qui est magnifique. Je préfère infiniment ce sport à d'autres, mais c'est mon tropisme personnel. Et puis c'est notre métier d'organiser ce sport-là. Il porte des valeurs très fortes. Il est très très intimement lié à la protection de cet environnement dont on sait qu'il est si fragile. Et puis effectivement, il y a de plus en plus de bateaux. Donc notre travail, c'est d'accompagner, d'accueillir ces bateaux et ces marins. Et puis d'en gérer les contraintes, parce qu'on l'a vu au départ, ça nécessite de faire des villages plus grands. Ici aussi, à l'arrivée, d'accueillir plus de bateaux. Et puis en mer, de pouvoir gérer à un instant T 138 bateaux en mer avec tout ce que ça implique de sécurité, etc. Donc c'est notre travail d'accompagner ça. Par contre, effectivement, ça ne pourra pas être indéfini parce qu'à un moment donné, il y a des limites physiques. Et ces limites physiques, on est en train de les atteindre. Comment jugez-vous le départ de cette course?
Sur le plan sportif, il est à l'image de ce qu'on attendait. Hein. Il y a du jeu dans toutes les catégories, avec beaucoup de régates aux avant-postes. Et ça reste extrêmement spectaculaire en plus. Ouais, c'est très spectaculaire. Et puis il fallait voir la ligne de mercredi dernier pour se rendre compte que 138 bateaux sur une ligne, c'est spectaculaire. 6 km la taille de la ligne, ça devient un dispositif vraiment hors norme. Merci beaucoup Joseph, on sait que vous êtes très occupé, tout va bien sur la course pour le moment malgré les quelques petits pépins entre guillemets habituels. Des pépins de mer, ça c'est normal, hein. Il y a de la casse et c'est notre rôle de faire attention à ce que les marins soient en bonne santé en mer et de gérer les contraintes de la casse, puis de préparer l'arrivée ici en Guadeloupe. On a 3 villages qui viennent d'ouvrir là, il y a à peu près 2 heures. Des villages qui sont bien arrosés. Qui sont bien arrosés alors on se parle, mais ça c'est les climats tropicaux, on sait qu'après ça viendra le soleil. Merci beaucoup Joseph Bizard, le DG de cette belle société qui organise la 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. D'ailleurs Jean-François, nous allons regarder le Quesaco de la Route du Rhum, les explications dans un reportage que vous a préparé Victor Pérez-Boucheron. À 96 heures des potentielles premières arrivées, le comité d'organisation par son directeur Joseph Bizard ont mis en place à Pointe-à-Pitre les dispositifs d'accueil des suiveurs de cette 12e édition de la Route du Rhum. Centre de presse, PC sécurité, tout y est pour garantir le bon déroulement de la course avant, durant et après l'arrivée. Le village du Mémorial Acte, ouvert jusqu'au 4 décembre, propose de s'immerger dans les spécialités locales de la Guadeloupe. Également le village de la Marina Bas-du-Fort et celui de Basse-Terre. Concerts, dégustations, tout y est pour faire découvrir aux touristes et aux suiveurs les saveurs et délices locales. Plus que quelques jours à patienter avant de voir Pointe-à-Pitre et le ponton d'honneur envahi de spectateurs pour acclamer les skippers de cette route du Rhum, destination Guadeloupe. Et on retrouve peut-être Nicolas pour remercier notre invité du soir, donc Joseph Bizard, qui, je le rappelle, est directeur d'OC Sport Pendwick. On enchaîne avec, si j'ose dire, comme tous les soirs, le résumé tout simplement de ce qu'il s'est passé lors des dernières 24 heures sur la route du Rhum. Après 2 jours de course, premier rebondissement dans le scénario de cette 12e édition de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Armel Lecléache, un des favoris de la catégorie des multicoques ultimes, est obligé de faire une escale technique à Lorient pour réparer sa dérive. Oui, en quelques secondes, tout s'est arrêté. Il y a eu un grand crack. J'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai très vite compris que c'était la dérive. Quand elle a cassé en plusieurs morceaux, elle est venue taper la coque. Il y a quelques beaux impacts, dont un ou deux qui traversent entièrement la coque. Dans la même classe, Romain Pillard reprend la mer après un pit stop à Roscoff. Là j'ai une étrave, je vous montrerai, qui a une forme spéciale, mais qui est là. Un trampoline devant qui est réparé, c'est assez incroyable. Et en tout cas, je suis d'attaque et chaud patate pour repartir. Donc Roscoff derrière moi et la très jolie île de Bas derrière. Voilà, très connue. Et voilà, c'est reparti sur You It Again by Exia. Ciao! En classe 40, la régate fait rage, les skippers naviguent au contact. Pour Corentin Douguet, l'heure est au bricolage. Il y a un peu de soleil à bord de quai Guinéen Innoveo ce vendredi 11 novembre. Voilà. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait un petit peu de charge vu qu'on n'a toujours pas de moteur. Voilà, encore une grosse matinée bricolage et sans résultat. Et voilà, sinon voilà, c'est beau, j'essaie d'en profiter un peu. En monocoque IMOCA, Charlie Dalin récite parfaitement sa leçon et impose un rythme d'enfer à ses concurrents. Et voilà donc pour ce résumé que vous avez tous les soirs dans notre quotidienne. Alors côté résultat, cette fois-ci, les dernières 24 heures ont été très mouvementées, notamment du côté des ultimes, puisque comme on l'attendait, François Gabard sur Lazartigue et Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild se livrent un véritable duel. On l'attendait, il est là. Les deux hommes ont joué au chat et à la souris quasiment toute la journée. À 9h ce matin, c'est François Gabard qui était en tête. Il a conservé sa position une bonne partie
partie de la journée, il a fini, si j'ose dire, par se faire coiffer en toute fin d'après-midi par donc Charles Caudrelier. Mais véritablement, les deux hommes sont toujours au coude à coude. Et donc, le duel tant attendu entre les deux hommes est tout simplement à l'écoute de ce que l'on pouvait attendre. L'autre information du jour, c'est bien sûr le nouveau départ d'Armel Lecléache, le skipper de Banque Populaire, qui avait cassé sa dérive jeudi soir à réparer dans le port de Lorient pendant plus de 24 heures. Il a repris le chemin de la course à la mi-journée, à 13h exactement. Bien sûr, vous le savez, vous le comprenez, le Français ne peut plus espérer gagner cette transat, mais pour autant, il espère tout simplement finir la course. On rappelle qu'Armel Lecléache, lors des 2 dernières éditions, a été très malheureux. En 2014, il n'a pas pu participer. Il était blessé. Et en 2018, il avait tout simplement abandonné parce qu'il avait percuté un objet en mer. On passe à présent aux Ocean 50 et la mauvaise nouvelle pour l'un des régionaux de l'étape, Quentin Vlaminck sur Arkema a perdu sa place de leader au profit de Thibaut Vauchel-Camus. C'était dans le courant de l'après-midi. Et à noter qu'en IMOCA, enfin pour terminer, Charlie Dalin sur Apivia reste en tête de sa catégorie. Sachez que Victor Pérez-Boucheron reviendra en détail sur les performances des néo-aquitains dans son journal du Rhum dans quelques minutes. Et maintenant, pour faire la synthèse, parce qu'il est l'heure de la synthèse, évidemment, on va passer au classement des 4 principales catégories, si vous le voulez bien. Et on commence, comme tous les soirs, par la catégorie ultime. Donc, je vous en parlais il y a quelques minutes. Donc, c'est Charles Caudrelier sur Edmond de Rothschild qui est premier, devant François Gabard et donc SVR Lazartique, devant Thomas Coville sur Sodebo, qui n'est pas très loin. Il est donc sur le podium pour le moment. Un petit peu plus loin se trouve Francis Joyon, qui est le tenant du titre, rappelons-le. Yves Le Blévec est toujours en 5e position. Arthur Levaillant vient enfin de quitter aussi, on va dire, les côtes bretonnes, tout comme Romain Pilard, qui était bloqué depuis déjà un petit moment. Et puis on rappelle, je vous l'ai dit tout à l'heure également, qu'Armel Lecléache, après avoir réparé son bateau à Lorient, a repris le chemin du large. En Ocean 50, donc Thibaut Vauchel-Camus, je vous en parlais également il y a quelques minutes, a pris la tête de ce classement devant Quentin Vlaminck. 3e, Sébastien Rogue. Armel Tripon, qui était 4e depuis hier, est toujours en 4e position. Erwan Leroux sur Coesio était 5e hier. Il conserve lui aussi sa place au classement. Éric Perron est toujours 6e. Et Gilles Lamiré, qui était 8e, passe en 7e position. Qui était 7e et qui reste 7e, pardon, excusez-moi. Et enfin, je rappelle évidemment que Sam Goodchild a abandonné dès le premier jour de course. Chez les IMOCA, donc Charlie Dalin est toujours en tête avec Apivia. Il caracole en tête devant Jérémy Bayou de chez Charal, qui était 3e en milieu de journée. Enfin, Kevin Escoffier était 2e. Il est passé donc 3e de ce classement des IMOCA à 17h. Et enfin, la classe 40, c'est Corentin Duguay qui était en tête et qui reste en tête devant Xavier Macaire. Le podium est complété par l'Italien Beccaria. Et maintenant, comme tous les soirs, et vous l'aurez compris et vous l'attendez, le résumé non pas de la journée, mais de toute une série d'informations résumées dans le Journal du Rhum, présenté comme tous les soirs par Victor Pérez-Boucheron. On ouvre le journal du Rhum de ce samedi 12 novembre. Nous ferons un point météo sur la course au moment où les 129 marins se trouvent au large des Açores, l'effet de course des dernières heures. Nous ferons aussi un focus sur Amélie Grassi, 28 ans et originaire de La Rochelle. Elle fait partie des 7 femmes engagées sur la course. Et enfin, nous ouvrirons la page régionale en allant rendre visite aux skippers de Nouvelle-Aquitaine.
Cette nuit, la tête de course des ultimes 32-23 est passée derrière le premier front froid de la perturbation à l'est des Açores et s'est retrouvée dans une molle, ce qui a fait considérablement ralentir les skippers. Les IMOCA et classe 40 évoluant eux dans le flux de sud-sud-est modéré à l'avant de ce même front. Les premiers de ces groupes sont également passés à l'arrière de ce même front où le vent est tombé, ce qui les freine considérablement. Les ROM multi et mono avançaient avec de bonnes vitesses à l'avant de ce front, les derniers étant moins rapides car encore positionnés dans le golfe de Gascogne où le flux de sud-sud-est restant faible. A noter que les conditions de mer forciront avec une houle d'est de 3 à 4 mètres et souvent une mer croisée pour les plus au nord. Les derniers des ROM multi et mono vont avancer dans un flux de sud-sud-est faible à modéré dans le golfe de Gascogne avant de récupérer les deux fronts qui auront quasiment fusionné. D'un point de vue sportif, maintenant, en quelques heures, la course a pris un nouveau tournant dans la catégorie des ultimes et Ocean 50. En plein passage du front, Charles Caudrelier a perdu son petit matelas d'avance et se retrouve bord à bord avec François Gabard, alors qu'en Ocean 50, Thibaut Vauchel-Camus double à la régulière Quentin Vlaminck dans un vent forcissant. Réparé à Lorient où il avait atterri jeudi soir à 23h, Maxi Banque Populaire 11 est reparti aujourd'hui à 12h30 de sa base. Armel Lecléage va tenter de terminer cette route du Rhum dans un scénario qui n'était évidemment pas le sien au départ, puisque les leaders dont il faisait partie encore jeudi midi sont maintenant distants de plus de 1000 milles au large des Açores. La dérive cassée du Maxi Banque Populaire 11 a donc été remplacée par la première version de Lapin 10 et les impacts sur le côté tribord de la coque centrale réparés. Le bon flux de sud-sud-est et dans le golfe de Gascogne devrait permettre au skipper qui était en deuxième position au classement en jeudi, avant son avarie, d'aller rapidement à la rencontre du front qu'il devra lui aussi négocier dès la nuit prochaine avant de pouvoir tourner ses étraves et mettre le cap sur Pointe-à-Pitre. Les abandons sont au nombre de 8 depuis le début de la course, 4 classe 40, le Randstad aussi de Martin Louchard, Leclerc Villagrande d'Antoine Magre, le Glace Romane de Laurent Camprubi, également Geoffroy Madzinski sur Fortissimo 2, l'Imoca de Damien Seguin après son dématage, et Kojiro Shirashi et sa collision également dans cette catégorie les Imoca, et enfin en Ocean 50, l'anglais Sam Goodchild au départ le mercredi après avoir été cogné par son baume. Originaire de La Rochelle et bercée depuis toute petite par la mer, Amélie Gracier a choisi de mettre entre parenthèses sa carrière de juriste en 2017 afin de se consacrer pleinement à sa passion pour la course au large. Après 2 années sur le circuit Mini 650, la navigatrice est depuis l'an passé à la barre du classe 40, la Boulangère Bio. À travers son projet, Amélie souhaite encourager chaque femme à nourrir ses rêves de sport et d'aventure. Tout à fait. Ma première grande transat en solo sans escale, parce que j'ai fait la mini-transat en 2019 quand même. Mais route du Rhum, oui, grande première, course mythique, sans escale, donc avec un choix de route que je ne connais pas. Donc voilà, plein de petites nouveautés stratégiques sur le parcours. C'est aussi une première transat en classe 40, donc c'est quand même des bateaux qui commencent à être des belles machines de course, donc il y aura aussi l'aspect technique à gérer. Oui, carrément, alors on a mis le bateau à l'eau, comme tu disais, il y a 1 an. Là, c'était plutôt prendre ses marques sur le bateau. J'étais aux côtés de Marie Rioux, c'était l'équipière parfaite, parce qu'elle a beaucoup d'expérience, donc on a bien appris sur le bateau toutes les deux. Puis cette année, j'ai commencé avec un gros bloc de navigation en solitaire au Portugal cet hiver. Parce que j'avais pas envie de partir sur la première course solo avec trop d'hésitation. Donc voilà, un gros bloc d'entraînement en hiver. Ce qui m'a permis d'arriver confiante sur la première course en solitaire de la saison que j'ai abandonnée pour problèmes techniques et médicaux. Mais depuis, le projet a bien progressé et je me suis qualifiée à la Route du Rhum sur une autre course en solo en faisant une belle 5e place. Donc là, j'arrive confiante, j'ai les manettes du bateau et j'espère que les étoiles seront alignées pendant la Route du Rhum. Et je pars en même temps que mon beau-père. Alors généralement, mon beau-père, c'est Yves Le Blévet qui part sur le trimaran actuel. Lui, il a d'autres enjeux, une gestion du risque un peu plus engagée et tout. Puis il va mettre 2 fois moins de temps que moi à arriver. Mais il m'a promis qu'il prenait une semaine de vacances là-bas pour être là quand je franchirai la ligne d'arrivée aussi. Et voilà, c'est marrant. Pendant la course, on s'échange parfois un petit WhatsApp de temps en temps, mais pas trop. Je pense surtout à ma maman qui se retrouve à suivre les 2 courses et voilà, elle va pas beaucoup dormir, je pense. Je suis titillée par les envies de tour du monde, donc l'IMOCA me fait de l'œil. Après, quand je vois qu'il n'y a aucune femme en multi 50 et en ultime, ça donne aussi un peu envie d'aller faire du multicoque. J'en fais déjà pas mal et j'aime bien aussi
les enjeux multicoques où il y a plus de vitesse, un peu plus de gestion de la prise de risque, ça me plaît pas mal, donc je sais pas trop. Il faut dire qu'il n'y a pas trop de filles tout court, donc voilà, c'est une première explication je pense. Et je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Moi pour l'instant je sais pas trop ce que je veux faire. Quand j'aurai envie de le faire, je me sentirai pas limitée par le fait d'être une femme, et j'espère que si une autre femme a envie d'y aller, elle se privera pas, parce que il n'y a aucun souci. Au final, en naviguant en multi, on se rend compte que ça se passe très très bien aussi, mais je sais pas trop. Mais la prochaine route du Rhum, il y aura peut-être une femme qui va la gagner en ultime. Ce sera pas moi je pense. Pas tout de suite. Amélie se trouve actuellement à la 55e place du classement général, 10e dans sa catégorie des classes 40. Eh ben, je me sens plutôt bien. On sent que le corps fatigue quand même un petit peu parce qu'on navigue au près, donc nos bateaux ils sont très très gités en permanence et ils tapent dans les vagues. Donc la vie à bord, c'est pas une partie de plaisir. Mais le bateau avance bien. Pour l'instant, j'ai pas de casse à déplorer, donc j'en profite. Et voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. Moi j'ai eu du vent toute la nuit, et c'est plutôt ce matin que le vent a disparu en classe 40. On a touché la zone sans vent ce matin, que j'ai traversé assez péniblement sous Jennaker. Et là je suis en train d'en ressortir doucement. J'ai de nouveau une quinzaine de nœuds et il fait grand soleil. Mais dans pas longtemps, on devrait de nouveau toucher du vent fort et un fond. Parfois, je vois une petite voile à l'horizon. Après, on est quand même pas assez proches pour se voir les uns les autres, si ce n'est de distinguer une silhouette de temps en temps. Mais à l'échelle de la course, c'est un mouchoir de poche, mais depuis le bord, je les vois pas. Et ben, c'était l'objectif. Après, c'est pas toujours des objectifs simples à atteindre. Pour l'instant, je suis très contente de me tenir dans cette position-là. Je pense que les heures à venir au passage du front vont être cruciales. Il va falloir bien manœuvrer nos bateaux pour ne pas les faire souffrir. Et ensuite, la course est loin d'être jouée, parce que c'est vrai que la météo s'annonce un peu capricieuse. Je ne sais encore pas bien comment gérer ma trajectoire pour rejoindre les Alizés ou pas. Et donc voilà, c'est un peu touchy, c'est pas fini. On ouvre désormais la page Nouvelle-Aquitaine avec celui qui évolue dans la catégorie des Roms mono, Wilfried de Clerton, sur son cap-au-cap Location, rattrapé hier soir par Jean-Pierre Dick. Wilfried de Clerton est donc relégué à la 3e place derrière Catherine Chabot et le skipper de notre Méditerranée, Ville de Nice. Amélie Grassi, 10e des classes 40. Arkema et Quentin Vlaminck perdent une place au profit de Thibaut Vauchel-Camus dans la catégorie des Ocean 50. Après ce journal du Rhum, je vous propose un petit voyage en arrière. Il y a un peu plus de 8 jours à Saint-Malo, une semaine avant le départ, nous avons pu réaliser un magnifique reportage sur Evariol, un classe 40 qui s'apprêtait donc à prendre le départ. Je vous propose de regarder ce reportage totalement exclusif. À quelques jours du départ, je me sens très bien. Je suis serein parce que ça fait 4 ans au final que j'ai commencé à découvrir le classe 40, 4 ans d'expérience, d'accumulation d'expériences diverses et variées sur des différentes régates, convoyages et ainsi de suite. Dans ma tête, je suis serein parce que j'ai déjà fait une transat en solitaire. Certes, j'ai pas fait en classe 40, mais l'année dernière, on a fait une Jacques Vabre, donc j'ai tâté un peu le terrain en double. Et là, en solitaire, moi, c'est ce que j'aime faire. Pour l'instant, c'est bien. Après, le seul petit paramètre qui est toujours un peu incertain à quelques jours d'un départ, c'est la météo. Et là, on est à une grosse semaine, 9 jours du départ, donc je regarde pas trop encore, mais il y a un moment, il va falloir se pencher un peu là-dessus, mais ça va bien se passer. Une fois que ça sera parti, tout ira bien, quoi. Mais dans ma tête, je suis très bien. C'est sûr que pour une première route du Rhum, c'est beaucoup en fait, parce qu'il y a 138 bateaux sur la ligne de départ. C'est une transat qui est peut-être la transat la plus dure en termes d'engagement, parce que c'est un format un peu hybride entre un sprint, parce que ça dure que 15 jours, et en même temps, si c'est du long, ça reste assez long aussi, c'est pas un format de 48 heures. Donc il faut aller vite tout le temps, et en fait souvent les premiers qui partent par devant, c'est assez dur de les rattraper. Donc là, l'enjeu pour moi, il va être de tenir le rythme des meilleurs au début, qui sont plus spécialistes que moi des placements et de tout ça. Et après derrière, je vais pouvoir accélérer, donc c'est un peu une course de semi-fond, quoi. Et ce bateau neuf, il est le fruit d'une réflexion. C'est ça qui est rigolo dans la voile et dans l'architecture en général, l'architecture navale, c'est que
parfois on se dit mais pourquoi on n'y avait pas pensé avant? Et en fait tout simplement ce bateau-là, il est vraiment taillé pour la route du Rhum. C'est-à-dire que c'était le cahier des charges et on a, je pense, le meilleur bateau pour la route du Rhum. C'est un bateau qui glisse bien, c'est-à-dire au portant. Voilà, on va dans le sens du vent et ça devrait aller bien. Donc c'est vraiment de la glisse, de la glisse, de la glisse. Il a une étrave très spatulée comme des skis paraboliques avec une grosse spatule. Et en fait, il est fait pour surfer, quoi. Voilà, c'est un surfeur. Mais ça, c'est rigolo parce que dans cette classe de bateaux, on est 55 bateaux. Quand tu vois la liste des gars qui sont là, le plateau, mais il est hyper relevé. Je pense qu'il y a plus de régates et de compétitions dans notre classe de bateaux que sur les IMOCA du Vendée Globe ou les gros trimarans parce qu'en fait, en cumulé, le niveau, il est exceptionnel. Donc moi, je pars toujours du principe que je donne le meilleur de moi-même parce que j'aime bien faire du sport, j'aime bien régater, j'aime bien faire de la compète et j'aime bien me faire mal. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Si t'aimes pas te faire mal, tu fais pas ce sport-là. Donc j'aime me faire mal, j'aime aller au bout de l'effort de ce que je peux faire. J'aimerais beaucoup faire déjà un top 15 et si on peut rentrer dans le top 10, c'est top. Après, s'il y a un petit truc à prendre, je le prendrai, mais je vais rester humble par rapport à l'expérience des autres et voilà. La rencontre avec Lionel, elle s'est faite via des amis en commun. Everial sponsorisait un couple d'amis qui prenaient le départ d'une transat. Moi, j'étais venu par sympathie pour commenter le départ de cette course. Puis on s'était bien entendu, on était resté en contact. Après, on a travaillé, on a un peu fait des vidéos pour mon ami qui faisait du bateau. Et puis après, le hasard a fait qu'il fallait trouver un nouveau skipper pour Everial. Et voilà, on s'est souvenus de l'un de l'autre et puis on a discuté. Et puis avec Everial et Lionel Garcia, je pense qu'on a cette même passion d'aller plus loin, d'être innovant et de tenter des choses. Voilà, et c'est ça qui nous rapproche. Sur ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute de plein de choses, qu'on soit ouvert et force de proposition. Après, je sais que Lionel Garcia aime beaucoup le multicoque. Moi, je me sens pas encore prêt à faire du multicoque, donc ça sera peut-être un autre jour. Je pense qu'on a aussi cette compétence-là, aussi bien Everial que moi, d'aller chercher les compétences, aller chercher les bonnes personnes. Et si on doit faire un projet à un moment plus gros, faudra s'entourer et savoir grandir à plusieurs. Pour le futur, là pour l'instant, Route du Rhum, Jacques Vabre certainement l'année prochaine, c'est quasi sûr ça. On reste sur ce bateau-là, mais on va pas griller les étapes et je pense que voilà, moi je suis passé par un petit bateau, un Figaro. Aujourd'hui je suis en classe 40, c'est un bateau qui fait 12 mètres. Donc on y va crescendo, mais on monte en puissance, quoi. Comme la suite, ça s'est bien passé. Avec Stan, ça se passe toujours bien de toute façon. On s'est rencontrés sur un bateau, sur un départ de course où on avait invité des clients et il était venu très gentiment pour commenter le départ et nous faire part de son expérience de marin. Et voilà, donc c'était fort sympathique et puis on a gardé des contacts et puis voilà. Dès le départ, on a voulu prendre des jeunes marins pour leur servir de tremplin, pour les aider à percer dans ce milieu. Et puis, ce qui m'a plu chez Stan, c'est sa capacité à communiquer aussi, puisque quand on a un projet comme ça de sponsoring de voile, évidemment, on rêve tous de gagner, les marins partent pour gagner. Mais nous, on a aussi besoin de visibilité, on a aussi besoin de faire passer des messages. Et c'était important pour nous d'avoir quelqu'un qui était capable d'endosser nos valeurs et de communiquer. C'était resté enfoui effectivement dans ma mémoire les années Jet Service avec le sponsoring de la première société que mon père avait créée. Et puis voilà, on attendait le petit déclic, la petite opportunité. Et on a rencontré une jeune navigatrice qui était comme Stan, plein de fougue, d'enthousiasme, de capacité à faire passer des messages. Et on a franchi le pas sur une Mini 650, une première traversée de l'Atlantique en solitaire avec Clarisse Kremer. Et voilà, donc après on a enchaîné jusqu'à aujourd'hui et un départ sur la route du Rhum. Il y a plein de valeurs dans la voile et ce qui nous a plu aussi, c'est que ces valeurs étaient partagées par l'entreprise Everial. Il y a plein de similitudes que l'on fait entre l'entreprise
et le bateau. On a un chef d'entreprise, on a un skipper, on a aussi des équipiers derrière, on a des collaborateurs, on a un objectif, on a une destination. Il y a plein de choses communes à partager. Et puis des valeurs de simplicité, d'aventure. Il faut oser, il faut se lancer, il faut être dans l'improvisation aussi de temps en temps, mais très organisé à la fois. Donc il y a plein de valeurs communes. Alors pour nous, ça va être beaucoup plus simple, hein, parce que le soir, on va aller se coucher et on se réveillera le lendemain matin frais et dispo. Stan, ça va être un petit peu plus dur quand même. Mais nous, on se sent bien. La route du Rhum, on la prépare depuis un petit moment. Donc on est, d'un point de vue sponsor, complètement serein en abordant cette course. Mais parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'enjeux que quand on est sur le bateau dans une mer un peu formée. Le suivi de la course sur la cartographie, c'est un peu une drogue, donc effectivement il faut essayer de ne pas être tout le temps dessus, parce que de toute façon c'est lui qui est à la manœuvre, c'est pas nous, donc on peut rien y faire. Mais effectivement oui, alors on arrive quand même à dormir, mais on est un peu pris par son quotidien qui nous est retranscrit à terre. Oui. Je crois que moi j'ai pas cherché à transmettre aux autres, j'ai invité des gens à venir avec moi. Je leur ai fait voir ce que je faisais, comment je le faisais et pourquoi je le faisais. Et puis les bons marins qui en sont sortis de là, c'est parce qu'eux avaient la volonté. Donc ils ont su apprendre en voyant ce que je faisais et ils ont posé des questions. Mais moi je ne suis pas doué pour apprendre aux autres. Mais si les autres sont doués pour recevoir, ça veut faire quelque chose de bien. Dans un premier temps avec des gens plus âgés qui m'ont fait partager eux-mêmes leur passion. C'était le cas avec Patrick Morvan d'ailleurs qui était là. Et puis après, lorsque j'ai eu des bateaux, j'ai essayé de le faire partager avec des gens de génération beaucoup plus jeunes. Et puis voilà, les choses se font un petit peu naturellement. Ce qu'il faut, c'est savoir respecter les univers des uns et des autres. C'est pas parce que quelqu'un est beaucoup plus jeune que soi qu'il ne peut pas vous apporter quelque chose. Et moi, à chaque fois, j'ai énormément appris avec des gens plus jeunes, des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Enfin bon, il faut être à l'écoute. Ouais, je crois qu'il faut déjà être passionné par la mer. Quand vous prenez les deux gars qui étaient avec moi, Roland Jourdain et Marc Guillemot, c'était déjà, quand ils avaient 17-18 ans, c'était déjà des bons marins. Ils avaient le sens marin dans la peau, ils n'aimaient que ça, et puis se passionner pour tout ce qui était autour. Et bon, bah, ça, c'est les qualités qu'il faut avoir. Celui qui n'a jamais fait de voile et qui veut devenir vraiment un bon marin, bah, il faut qu'il se passionne pour ce qu'il fait et puis qu'il navigue beaucoup et qu'il apprenne beaucoup, qu'il écoute et puis qu'il faut voir et écouter beaucoup. Je dirais qu'il faut déjà avoir une grosse envie parce que déjà pour convaincre des partenaires, pour convaincre toutes les entités qui vont pouvoir nous suivre après, il faut être convaincant et pour être convaincant, il faut croire à ce qu'on fait. Il faut être déterminé, il faut être plein d'énergie, il faut être, voilà, il faut être capable, on parlait de transmission tout à l'heure, mais il faut aussi être capable de transmettre du rêve, transmettre des envies, transmettre des joies. Voilà, tout ça font qu'on arrive à monter des projets et puis avancer. Non, je n'ai pas de conseils à lui donner. Je crois que quand on discute avec lui, on a tout compris. Il est passionné de ce qu'il fait. Il a d'autres ambitions. Et puis les jeunes maintenant, ils calculent, ils savent calculer tout, ils travaillent sur l'ordinateur, ils se passionnent, ils se renseignent sur tout. Et puis quand je vois le bateau qu'il a, il est beau le bateau, quoi. Il est bien fait, tout est bien calculé. Donc on voit déjà qu'il a le sens marin et puis qu'il a la passion de ce qu'il fait, quoi. Donc ça c'est important. Je ne dis pas que c'est secondaire la place et vraiment se donner beaucoup sur un bateau, faire plaisir, c'est pas que regarder le soleil, le coucher de soleil, c'est aussi s'arracher pour faire marcher son bateau. Et ça, de faire bien marcher son bateau, c'est un réel plaisir, voilà. Ouais, c'est vrai que je me sens concerné par la problématique environnementale et écologique parce qu'en tant que marin, on passe du temps sur l'eau. Mais c'est surtout quand on passe du temps en mer, on se rend compte à quel point on passe du temps avec très peu de choses. On a une vie très sobre sur des bateaux très sophistiqués. On gère son électricité, son eau, sa nourriture. Et tout ça, ça fait vraiment poser des questions sur notre évolution, le retour à terre, quoi. Et donc effectivement, moi je suis maintenant un ambassadeur de la Water Family, qui est une association qui
parle de la préservation de l'eau auprès des enfants et j'ai aussi cofondé une association qui s'appelle La Vague. Et cette association, elle a pour but d'essayer de faire bouger les lignes, de questionner nos pratiques dans la course au large parce que je pense que je ne vais pas sauver le monde moi-même, mais par contre si je peux essayer à mon échelle, dans mon milieu, de faire des choses, c'est comme ça que je vois les choses. Alors je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans la sauvegarde de notre planète, bien que la planète elle s'en sortira toujours toute seule, hein. C'est plus la sauvegarde de notre espèce, les hommes, qu'il va falloir que l'on sauve. Évidemment les États ont un rôle, les citoyens ont un rôle, et puis nous en tant que chef d'entreprise, évidemment on a aussi un rôle à jouer dans ce développement durable, et on le fait évidemment au niveau des Verriales, et la voile était aussi un bon vecteur pour pouvoir être engagé. Et on s'est là aussi, encore une fois, trouvé avec Stan sur cette valeur-là et sur cet engagement autour de la voile et du développement durable. Non, moi j'ai pas voulu imaginer un scénario, j'ai voulu qu'on le vive minute par minute et au quotidien, et on verra bien de toute façon comment ça va se terminer, mais je suis sûr que ça va forcément bien se terminer. Et voilà donc pour ce magnifique reportage qui a été donc tourné en exclusivité pour Na TV quelques jours avant le départ de cette 12e Route du Rhum. Place à présent à une rubrique que vous connaissez depuis maintenant quelques jours, c'est la rubrique On Board. C'est la rubrique où l'on découvre des images inédites en inside des skippers en mer, de jour comme de nuit. Elle est réalisée par notre journaliste Victor Pérez-Boucheron. Victor, qu'est-ce que vous nous avez ce soir sélectionné ? Une petite compilation de tous les on-board recensés depuis hier soir, Jean-François. Des vidéos on-board qui nous paraissent donc depuis les bateaux, depuis les cockpits de ces bateaux. Cockpits appelés comme des Formule 1 par notamment François Gabard sur son Lazartigue. Comment je sélectionne mes vidéos ? C'est simple, c'est-à-dire que tous les matins, j'arrive à la rédaction et puis on a les vidéos qu'on reçoit donc sur cette banque d'images. Et c'est vrai qu'il y a certains skippers à l'image de Stan Thuré sur Everial est assez décontracté. C'est un petit rigolo, Stan, on l'a vu dans le reportage Everial que vous avez réalisé, Jean-François. Et puis il y a d'autres skippers un peu plus concentrés, un peu plus consciencieux sur leur bateau. Je dis pas que Stan Thuré n'est pas consciencieux, loin de là. Attention, il va venir vous tirer les oreilles. Il est engagé sur la route du Rhum, donc c'est quand même une transatlantique assez importante et assez conséquente. Mais voilà, du coucher de soleil au lever de soleil au crépuscule, aux instruments de navigation, également à l'image de Charlie Dalin sur son Apivia ou Thomas Coville sur son Sodebo. La vidéo on board, c'est quelque chose qu'on adore dans cette émission, Jean-François, et on vous propose de la regarder. Bon, nous voilà dans une zone de transition entre deux fronts. Bon, ça s'est pas trop mal passé cette nuit, hein, c'était violent. Avec 20-25 nœuds sous Gien, là, sous Grand Genois, ça bourrinait fort. On faisait des sauts de vagues à retomber de l'autre côté en mode décollage complet. C'était un peu effrayant. Voilà, et puis là, donc zone de transition toute molle. Pour l'instant, le vent m'a pas abandonné, je vais à peu près dans la bonne direction. J'ai sorti le Genac, on le voit en blanc à l'avant. Voilà, bon, ça va bien. On est en matière compliquée quand même. C'est chaud comme ça. On a des beaux paysages à bord de Nestlé, entrepreneur pour la planète. C'est cool de voir un peu de soleil. Bonjour à tous. Regardez-moi ça. C'est pour ça que tu sais pourquoi tu fais ça. Petit matin, le 12 novembre, sur l'Atlantique, on est au large de l'Espagne, dans 20 nœuds. Ah, et puis on va aller franchir à fond. Regardez-moi ça.
Et voilà, un petit chapeau de meunier, j'espère que vous l'appréciez. Bah, tout va bien, il y a vraiment que du bonheur à être en mer. On va passer le premier front. Je suis bien, je suis content d'être là, au sud. Je pense en ce moment à tous ceux et celles qui m'ont permis d'être là. Ma fabuleuse équipe, mes fabuleux partenaires et mécènes. J'ai vraiment de la chance et d'être toujours en course, et je pense donc à mes petits camarades, à Damien notamment qui a dû se faire une sacrée frayeur, et je pense vraiment fort à lui. Je pense aussi à Sam, vous savez, avec qui on a fait la Transat Jacques Vabre en 2015, mon copain Sam qui s'est blessé au départ. Voilà les amis, on vous embrasse à bord de Comme un seul homme, powered by Altavia. On goûte. Hello, superbe levée de jour là sur Centracor, regardez ça, c'est magnifique. La mer s'est bien calmée, ça a bien glissé cette nuit tranquillou, j'ai pu bien me reposer. Et aujourd'hui on va attaquer un premier front, normalement dans l'après-midi là. Voilà. Allez, ciao! Bon, tout va bien sur cette route du Rhum. Assez intense ça depuis le début, avec beaucoup de manœuvres, beaucoup de choix. Mais tout va bien. J'ai profité de cette belle journée ensoleillée pour me changer. Voilà. Avec des belles affaires toutes propres, les autres étaient un petit peu mouillées. Hein. Et voilà, donc on continue à progresser là vers le sud-ouest à bonne allure. Donc c'est cool, la mer ça va, mais pas trop. Ça va plutôt relativement bien rangé. Bon, bah, je crois qu'on doit être vendredi, donc bon week-end à tous et à bientôt. Ta casquette, reste dans ta manette. Voilà, ça va mieux, la mer est calme. On va sortir du plateau continental. Il y a une grosse houle là, je ne sais pas si ça voit à la caméra, mais on voit une belle houle. Belle houle du large. Je suis toujours très content d'être là. Je crois que j'ai un peu repris mon retard parce que j'ai une météo un peu plus favorable que ceux qui ont pris le vrai départ. Et voilà, je suis très très content d'être là. Je suis seul, j'ai des petits cargos autour. Je vois pas de copains. Mais ils doivent être devant. On va essayer d'aller les voir. Petit bonjour d'Interinvest. Tout va bien après une nuit bien mouvementée. On a eu jusqu'à 30 nœuds de vent là établis cette nuit. Donc ça secouait fort. Et voilà, donc pas beaucoup dormi, pas mal réglé le bateau. C'était un peu la guerre quand même. Mais bon, va falloir s'y habituer. Et là, on est dans une grosse molasse. Il n'y a plus de vent. Il y a Simon Coaster qui est là. Yann Crédimut qui est juste devant. Et pas près, Karkia. Enfin bref, il y a tout le groupe de tête là qui s'est arrêté. Donc, enfin, le groupe de tête dans lequel je me trouve. Et voilà, et j'ai du bol parce que mon stalker de Gien a pris un gros coup dans la tronche. Et je m'en suis rendu compte en voulant rouler pour passer sous Genac là dans la molle. Donc j'ai pu sortir la caisse à outils pour la première fois du voyage. Et j'ai eu bien peur parce qu'il était quand même sacrément explosé, mais ça va. À coup de maillet, je l'ai remis dans l'axe. Ça a l'air de fonctionner, il va falloir en prendre soin maintenant, mais ça a l'air de fonctionner à peu près. Allez voilà, un petit déj, ensuite dès que le vent est rentré, dodo, et puis c'est reparti. Allez, ciao. Ouais, bonjour à tous. Jour 3. Et toujours en mer, hein, à bord des petits doudous. Une nuit assez compliquée, une fin de nuit où on est passé entre deux systèmes, météo et petite dorsale
à franchir. Donc en gros, on s'est fait engluer pendant 3-4 heures assez péniblement. Un nœud 5, 2 nœuds. Il faut trouver les petits réglages, la porte de sortie. Bon, ça impose de ne pas aller dormir. Et comme avant il y avait un passage de front, donc ça fait une nuit sans sommeil. Donc là ça tire sur la couenne, on va dire. Le vent devrait revenir progressivement avant le vent fort, donc je vais pouvoir aller dormir. Reprendre des forces, voilà, en attendant ces petits déj. Et fidèle à la tradition, le muesli, délicieux, comme à la maison. J'ai bien bord de Micaline après une nuit plutôt lente. On a traversé à Dorsal, on a eu de la pluie toute la nuit. D'ailleurs, je me suis surprendre, j'ai mouillé un peu le maillot. J'ai réussi à faire sécher dans la cale moteur. Alors on va à l'ouest, par là. On va passer un pont. Et après, on va virer de bord pour aller plein sud. Et ça c'est pas mal. Voilà, tout va bien. Il y a le soleil qui est un peu revenu, ça c'est cool. J'arrive à bien dormir dans mon petit pouf là. Maintenant on va aller chercher ce front et on va voir ce que ça donne après. En tout cas, tout va bien à bord, un peu de changer d'aérien parce qu'il y en a un qui les connaît. Par ça, ben, ça bouge un peu. Il faut bien se tenir. Mais ça va, il y a pire. Là, il y a un petit 25 nœuds. Il y a une mer qui n'a pas encore trop désordonné. Et on file entre 12 et 14 nœuds. Voilà, le moral est bon, on y croit. En tout cas, on y va à fond. Et merci encore à vous, Victor, pour cette magnifique rubrique qui nous permet de vivre de l'intérieur, et le mot est faible, effectivement, la vie des skippers en mer. Alors, est-ce que nous avons retrouvé, oui ou non, notre envoyé spécial en Guadeloupe? Oui, Nicolas, je vous remercie d'être avec nous pour cette fin d'émission. Alors, on en était resté un petit peu avec vous, notamment sur l'aspect sportif des choses, et on voulait évoquer, Nicolas, le duel entre justement François Gabard et Charles Caudrelier. Donc, ce duel tant attendu, Nicolas, on l'a tout simplement sous nos yeux. Oui, effectivement, il n'y a aucune surprise parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un carré magique. Ils seront au moins 3. Pour le moment, c'est François Gabard, le Charentais de Saint-Michel, qui est en tête avec Charles Caudrelier. Alors, je vous dis une bêtise, pardon, parce que ils sont Caudrelier, pardon. Alors que vous voyez la pluie, on est sous une tempête tropicale, c'est un enfer, mais c'est aussi ça le charme de la route du Rhum. C'est Caudrelier qui est en tête avec 29 000 nautiques devant François Gabard et Thomas Coville. Il ne faut pas omettre que Francis Joyon et son bateau, qui ont déjà remporté à 3 reprises la route du Rhum, puissent petit à petit gravir et récupérer des 1000 nautiques. Cela dépendra des alizés et de la météo qui va grossir dans le courant de la nuit. Sur la terre ferme ici, je peux vous dire qu'on y a le droit. Ceux qui pensent qu'on est parti, comme je le disais tout à l'heure avec Joseph, le DG de OC Sport Penwick, l'organisateur de cette 12e route du Rhum, destination Guadeloupe, eh bien, le soleil n'est pas là. On a un vrai temps tropical, un temps de chien. Et ce temps-là, eh bien, ceux qui sont en mer vont y avoir le droit pour partie dans le courant de la nuit. Et puis, demain, dimanche, il faut faire attention parce que il y a quelques bateaux qui pourraient être dès lors victimes de voies d'eau sur cette 12e édition de la route du Rhum destination Guadeloupe. Pour revenir sur les ultimes, il est vrai que on s'attendait à ce mano à mano, peut-être pas aussi serré. Toujours est-il que SVR, Lazartigue et Caudrelier sont en tête, alors que, rappelons-nous, qu'ils avaient été plus ou moins accusés. Le mot est peut-être un peu fort,
mais ça a été le cas en tout cas, puisqu'il y a eu voie de communiqué là-dessus. Il aurait pu y avoir une pénalité. Caudrelier, lui, dans le même temps, avait dit qu'il ne comprenait pas. Et puis, il avait été victime d'une intoxication alimentaire, malgré tous ces aléas-là, parce que dès lors que l'on est sanctionné de 4 heures de pénalité, eh bien, ça doit forcément cogiter que nenni. Caudrelier a continué à faire route et pour le moment occupe la tête de ce classement. Mais inutile de vous dire que ne serait-ce que ce soir ou demain matin, eh bien, la tête de ce classement aura probablement changé. Elle pourra changer, ça c'est sûr en tout cas, comme c'est le cas également chez les Ocean 50, où on peut s'attendre là aussi à un mano à mano incroyable, en espérant que la tempête que l'on a à terre, ils ne l'auront pas en mer. Merci Nicolas. Une autre question peut-être avant d'aller vous couvrir, parce qu'en effet on voit d'ici que vous êtes vraiment sous les eaux et c'est le mot est faible. Est-ce que l'on peut espérer justement, avec cette météo quelque peu capricieuse, Nicolas, de voir arriver donc soit François Gabard, soit Charles Caudrelier, mardi ou mercredi? Alors, on est plus près des... Je suis désolé, j'avais avancé ma table en direct, mais là je prends une sacrée rouste. Ce sera probablement mercredi que mardi, mais il faudra se méfier du vent. On a vu, c'est ce que je vous disais hier, lorsqu'on était place de la Victoire à Pointe-à-Pitre, le vent peut changer, tourner, alors soit freiner, soit accélérer, mais en l'espace de 2 heures. C'est extrêmement changeant, c'est-à-dire que ce que l'on a ici, toutes les 10 minutes avec des tempêtes tropicales, on peut l'avoir en mer aussi, avec des vents tourbillonnants. On parle régulièrement des alizés, mais on parle aussi des dépressions et des anticyclones. Ils sont au large des Açores. Tous ceux qui ont fait route vers le sud pour tenter eh bien, de raccourcir, entre guillemets, la trajectoire et la trajectoire. Je ne sais pas si je suis toujours en direct ou pas, pour ne rien vous cacher, je n'entends plus rien. Mais en tout cas... Oui, Nicolas, on oui, vous entend. Donc je pense que je suis en direct. Je suis désolé, mais le temps est apocalyptique ici à Pointe-à-Pitre. Mais les Ocean 50 qui ont décidé de faire route par le sud resteront dans un mouchoir de poche encore au moins jusqu'à lundi après-midi, voire lundi soir. Et cette course également, ça vous fait rire, je vous entends sourire, mais c'est pas drôle. Chez les Ocean 40, ça sera chez les Multi 40, pardon, ce sera également très compliqué de donner un trio de tête rapidement parce que la course va aller très très vite à l'image de la météo, mais aussi des conditions de navigation parce que les routeurs eux-mêmes ne savent pas encore quelle est la meilleure des routes pour le moment parce que si les ultimes, les fameux géants des mers ont passé les Açores, ce n'est pas encore le cas des autres catégories dont certains ont été obligés de rapatrier, de voir leur bateau être rapatrié vers la Corogne, notamment en Rome mono et en Rome multi. On espère que ce sera quand même limité en nombre, mais aussi dans le temps pour ces navigateurs-là qui ont mis un petit peu tous leurs sous dans cette bataille, dans cette belle course qui est la route du Rhum, on le rappelle. Ils étaient 138 concurrents au départ, ils sont un tout petit peu plus de 130 et avec le fait du jour, le renouveau, si je puis dire, d'Armel Lecléache sur le Maxi Banque Populaire 11. On disait que son bateau avait 2 couleurs, le bleu pour le ciel bleu qu'il envisageait, il a connu le noir de sa proue puisque il a été chat noir avec une 3e avarie technique, un 3e problème lors des 3 dernières routes du Rhum et bien malin ce soir ou cet après-midi ici à Pointe-à-Pitre, bien malin qui pourrait nous donner le nom des vainqueurs, que ce soit en ultime, en Ocean 50, en multi 40, au moins dans ces 3 premières catégories. Merci Nicolas et surtout allez vite vous couvrir. Merci infiniment et bonne fin de journée. Au chaud, comme on dit. Il est quasiment temps à présent de refermer cette émission. Juste une toute petite information en vitesse avec vous, Victor. Effectivement, on va laisser Nicolas donc, aller se mettre à l'abri. Une information qui vient de nous arriver dans nos studios il y a quelques minutes, donc à 18h55. Le dématage donc, de l'IMOCA Bureau Vallée, donc parti mercredi 9 novembre de la Cité Corsare à 14h15, donc de Saint-Malo, en direction de Pointe-à-Pitre. Le Bureau Vallée a dématé cet après-midi. D'autres informations à venir au cours de la soirée sur www.namedia.fr. Absolument. Il est temps pour moi de vous remercier.
remercier Victor, de remercier évidemment Nicolas Coute en direct de la Guadeloupe. Vous l'avez vu, Paul Maison-Regnault et Yann Brindu en régie. Cette émission est à revoir ce soir à 21h sur notre antenne et évidemment sur notre chaîne YouTube. Demain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée à tous et une petite image du jour pour terminer. Merci encore.